Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de mémoire morte, les mémoires PROM, EPROM et EEPROM. Donc, les sujets de ce thème sont montrés ici. On va voir la structure interne d'une mémoire morte programmable PROM. On va analyser une fonction logique implémentée sur une PROM, implémenter une fonction logique sur une PROM, et on va couvrir le fonctionnement des mémoires EPROM et EEPROM qui sont reprogrammables. Donc, tout d'abord, voici la structure générale d'une mémoire programmable PROM. La mémoire est composée d'un décodeur tout d'abord avec n signaux d'entrée et 2 à la n signaux de sortie. Il y a un réseau d'interconnexion qui relie le décodeur à des portes logiques OU. Il y a m portes logiques OU qui ont chacune 2 à la n entrées. Donc, par exemple, sur la diapositive, on voit une ROM 16 par 8. Le premier nombre, 16, indique qu'il y a 4 entrées puisque 2 à la 4 égale 16. Les entrées sont A0 à A3. Il y a 8 sorties, D7 à D0. Dans le réseau d'interconnexion, on indique une connexion par un point entre une ligne verticale et une ligne horizontale. Voyons maintenant les détails du fonctionnement de la mémoire PROM. Tout d'abord, les portes OU ont chacune plusieurs entrées. Mais comme le diagramme tendrait à être trop complexe si on représentait chacune des entrées, on ne dessine qu'une seule ligne pour chacune des portes OU. Sur la diapositive, on voit donc que la porte OU aurait 5 entrées et 2 de ces 5 entrées seraient reliées aux lignes horizontales correspondantes. Maintenant, on se rappelle qu'un décodeur active une sortie unique qui correspond à la valeur du code binaire qui lui est appliqué en entrée. Par exemple, si on applique l'entrée 0, 0, 1 à ce décodeur, eh bien la sortie F1 sera active et ce sera la seule sortie active. Elle aura un 1. On voit ici sur la table de vérité du décodeur qu'il y a 8 combinaisons possibles des entrées pour un décodeur à 3 entrées. Mais le décodeur a 8 sorties qui sont indiquées ici sur les 8 colonnes. On observe que la fonction F1 dont on parlait tantôt a une valeur de 1 uniquement dans un seul cas, quand les entrées A2, A1 et A0 sont égales à 0, 0, 1. On voit que la fonction F1 est égale au min-terme 1 de la fonction, c'est-à-dire A2', A1' et A0. On voit aussi, à droite de la diapositive, la réalisation de la fonction logique F1. C'est une porte logique E dont les entrées seraient A2', A1' et A0 en version naturelle. Donc, on voit que le décodeur est en fait composé de 8 portes logiques E et de 3 inverseurs. Il réalise donc les 8 fonctions qui ont une valeur de 1 uniquement pour une seule combinaison d'entrées. On va maintenant considérer le fonctionnement du réseau d'interconnexion. Les lignes horizontales et verticales du réseau sont reliées entre elles par des diodes et des fusibles qui sont connectés en série. Au départ, tous les fusibles sont en place. On peut faire fondre des fusibles en passant un courant élevé à travers d'eux lors de la programmation de la PROM. Par défaut, toutes les lignes verticales sont mises à la masse à travers une résistance. Et donc, il n'y a pas vraiment de porte OU explicite dans le circuit. Elles sont implicites par les connexions via les diodes. Analysons le fonctionnement du circuit en considérant 4 cas différents. Donc, tout d'abord, si la ligne horizontale F1 est à 0, et la ligne horizontale F0 est à 0 aussi. Donc, par défaut, on voit que la sortie D1 ici est reliée à la masse et donc aura une valeur de 0 et il n'y aura aucune interaction ici qui est créée par la ligne horizontale F1. Ce sera la même chose pour le signal D0. Donc, dans ce cas-ci, on aura une sortie de 0. Si par contre, on a la ligne F1 à 0 et la ligne F0 à 1, un 1 logique correspond à une tension positive. Donc, ici, je vais indiquer, par exemple, une tension positive de 3 volts. Donc, dans ce cas-ci, le signal D1 est toujours relié à la masse et il n'est pas relié à la ligne horizontale F0. Donc, lui va rester avec sa valeur de 0. Par contre, ici, on aura plus 3 volts de ce côté-ci de la diode. La diode va conduire et on aura donc un 3 volts de l'autre côté de la diode aussi. Et on va retrouver cette tension positive en haut ici, près à la résistance. Donc, il n'y a pas de problème, la résistance va conduire du courant, mais pas en grande quantité parce que ce sera une résistance importante.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, toute la ligne verticale pour D0 sera à une tension élevée. Et donc, D0 aura la valeur logique 1. Dans le prochain cas, le cas numéro 2, maintenant, c'est F1 qui a une valeur 1, donc on lui donne une tension positive plus 3 volts, et F0 est à 0. Dans ce cas-ci, donc, D1, qui était initialement à 0, va se retrouver avec une tension positive comme tantôt. Et donc, on aura une valeur logique de 1. La même tension positive de 3 volts va se retrouver de ce côté-ci de la diode aussi, et va se retrouver de ce côté-ci de la diode aussi. Et donc, D0 va aussi avoir une valeur logique de 1. Ce qui est plus intéressant dans ce cas-ci, on pourrait se demander qu'est-ce qui arrivera au signal F0 qui a une tension de 0 volts qui lui est appliquée. Est-ce qu'il y aura un court-circuit qui viendrait de la ligne horizontale F1, par exemple, pour entrer dans la ligne F0? Bien non, parce que la diode qui se trouve ici va bloquer le courant. Et bien que le fusible soit intact, le courant ne pourra pas passer dans ce sens-là, et donc l'isolation électrique est maintenue, et le circuit fonctionne correctement. Dans le quatrième cas, le cas numéro 3, on a à ce moment-là une tension positive sur les deux signaux d'entrée, et à ce moment-là, ici, on va retrouver plus 3 et plus 3 volts, ce qui signifie que les deux signaux, sorties D1 et D0 seraient à une valeur logique de 1. Cette diapositive montre une photo d'une planchette d'un ordinateur PDP-11 des années 70. Sur la planchette est réalisée une mémoire ROM à l'aide de composantes discrètes. En zoomant, vous allez bien voir des endroits où il y a des diodes établissant des connexions directionnelles entre des lignes horizontales et verticales et des endroits où il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, c'est un peu comme si le fusible montré sur la diapositive précédente avait été fondu. On va maintenant voir un exemple d'analyse des fonctions logiques réalisées sur une mémoire PROM. Donc, dans cette figure, on va analyser les fonctions réalisées aux sorties D7 et D2. Tout d'abord, on voit que la sortie D7 est composée d'une somme de deux mintermes, le minterme M13 et le minterme M9. Le minterme M13 correspond au nombre binaire 1101, ce qui correspond à A3, A2, A1' et A0, ce terme-là ici. Le minterme M9 correspond au nombre binaire 1001, ce qui correspond donc au terme A3, A2', A1' et A0. La fonction logique réalisée à la sortie D7 est une somme de deux mintermes. La fonction logique réalisée à la sortie D2, elle, est composée de 4 mintermes. Pour simplifier la compréhension de l'équation, j'ai placé ces mintermes dans une table de Carnot. Le minterme M0, le minterme M4, le minterme M8 et le minterme M12. On peut réaliser un impliquant qui entoure ces 4 1 dans la table de Carnot et on trouve que la fonction logique réalisée est A1', A0'. Alors faisons maintenant un exemple de conception avec une mémoire PROM et retournons à notre exemple familier du problème du vote. Je vous rappelle que la fonction réalisée F doit prendre une valeur de 1 quand au moins 3 des entrées sont à 1, qu'il y a 3 ou 4 entrées à 1. Sur la diapositive, on voit l'équation logique simplifiée et l'équation logique non simplifiée, ainsi que la table de vérité. Alors, comment faire pour réaliser ça dans une mémoire PROM? Alors, tout d'abord, on va choisir les ports d'entrée et de sortie du circuit. Ils sont indiqués sur la diapositive. On a choisi A, B, C et D ici pour les ports d'entrée et on a choisi la fonction D7 pour le port de sortie. La deuxième étape consiste à écrire les équations de sortie en somme de produits ou en une somme de mintermes. Alors, on reconnaît que A', B, C, D, bien c'est 0, 1, 1, 1, c'est-à-dire le minterme 7. Et si je continue, par exemple, A, B, C, D', 1, 1, 1, 0, c'est le minterme 13 qui est ici. Donc, tout simplement, on a une somme de 4 mintermes, on indique une connexion pour le minterme 7, le minterme 11, le minterme 13 et le minterme 15. Et la fonction logique est réalisée. Vous avez probablement remarqué que j'ai utilisé la fonction logique non réduite. Ça me simplifie la tâche.
si j'avais utilisé la fonction logique réduite, il aurait fallu que je la manipule un peu pour obtenir le code correspondant sous une forme de 16 min-termes possibles. On remarque bien sûr que l'utilisation d'une ROM 16 par 8 n'est pas efficace du tout pour cet exemple, parce qu'effectivement, je n'utilise absolument rien ici de cette partie du réseau d'interconnexion. Donc, c'est un très grand gaspillage. J'utilise en fait seulement 12,5% du réseau d'interconnexion et des sorties, 1 sur 8. Donc, il faudrait trouver un meilleur circuit que ça pour réaliser cette fonction. Très important, l'ordre dans lequel on a placé les entrées est très crucial parce que va changer la numération des min-termes de la fonction. Une mémoire EPROM est programmable plusieurs fois parce qu'on peut l'effacer. Elle est facilement remarquable par la présence d'une fenêtre sur la puce, qui est indiquée ici sur la photo, et on voit le circuit à l'intérieur. Donc la fenêtre sert à exposer le circuit à du rayonnement ultraviolet. En exposant le circuit au rayonnement ultraviolet, on efface toute programmation qui pourrait s'y trouver. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, le circuit ressemble beaucoup à ce qu'on avait tantôt. Cependant, au lieu d'utiliser des diodes, on utilise des transistors. Les transistors peuvent être désactivés en les programmant. On va voir à la prochaine diapositive comment faire. Pour l'instant, acceptons tout simplement que c'est possible de le faire. Alors, on a encore plusieurs cas à considérer. Par exemple, si on prend le cas F1 est égal à 0 et F0 est égal à 1, donc je vais mettre ici F1 est égal à 0 et pour F0 est égal à 1, je vais mettre une tension de 3 volts. Donc je peux voir qu'ici, il ne va rien se passer. Par contre, ici, je vais venir placer 3 volts à la grille du transistor NMOS et donc le transistor NMOS va conduire. Ça aura pour effet de décharger la valeur du signal D1 à la masse et donc ici, on aura un 0. On peut se demander, qu'est-ce qui va se passer sur l'autre ligne? Bien, sur l'autre ligne, on peut voir que ici, on va effectivement avoir une tension de 0 volts qui se situe ici, mais il n'y a pas de courant possible, pas de courant qui peut passer entre un des deux terminaux du transistor et sa grille. Donc, il y a une isolation électrique ici qui est implicite, et puis il n'y a pas de difficulté. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la ligne D1 maintenant? Bien, par défaut, elle est reliée à l'alimentation VCC via la résistance qui est ici. Et comme le transistor NMOS ici est coupé, et que ce transistor-là ici aussi est coupé, donc nécessairement, D1 va avoir la tension VCC, et donc D1 sera à 1 logique. Les autres cas sont semblables. Donc, comment fonctionne le transistor EPROM? Mais dans un transistor MOS, la tension appliquée à la grille détermine si un canal est formé ou non sous la grille. Dans un transistor MOS de mémoire EPROM, il y a une grille de contrôle supplémentaire qui est placée dans le transistor. Donc, pour désactiver le transistor à grille flottante, on place une tension élevée entre sa grille et l'un de ses terminaux. La tension élevée ainsi va attirer des porteurs de charge sur la grille flottante. Par exemple, si on place une tension élevée sur la grille du transistor ici, disons 15 volts, les électrons qui se trouvent naturellement dans le substrat vont être attirés vers le canal comme tantôt. Cependant, la tension est tellement élevée que les électrons vont venir se placer sur la grille flottante, ici. Donc ensuite, en opération normale, supposons qu'on essaie de faire conduire le transistor avec une tension positive normale, par exemple 3 volts. Bien, oui, le 3 volts va attirer des électrons. Cependant, comme il y a une grande concentration d'électrons qui sont placés sur la grille flottante, ces électrons vont repousser tous les autres électrons qui pourraient être attirés dans le canal. Le canal se trouve ainsi libre d'électrons et de porteurs de charge et le transistor est coupé. Pour effacer le dispositif, on l'expose à un rayonnement ultraviolet, ici, qui va avoir pour effet de réduire la résistance ici entre la grille flottante et le substrat. Et donc, pendant l'exposition au rayonnement ultraviolet, les électrons qui se trouvent sur la grille flottante vont retourner dans le substrat et ainsi vont déprogrammer le transistor. Et à ce moment-là, il sera possible à nouveau de former un canal en appliquant une tension positive sur la grille du transistor. Les mémoires flash fonctionnent de façon très semblable aux EPROM qui sont effaçables avec le rayonnement ultraviolet.
La seule différence, c'est qu'ils sont déprogrammables par un circuit, par un courant électrique. Donc, pour programmer la cellule, on placerait une tension élevée sur la grille de contrôle et sur le drain du transistor. Il y aurait alors un courant élevé qui circulerait entre les deux et des électrons seraient attirés sur la grille flottante pour effectivement avoir le même comportement que pour la mémoire EEPROM qui est effaçable par rayonnement ultraviolet. Donc, ceci conclut cette présentation sur les mémoires programmables PROM, EEPROM et EEPROM.